Un grand angle consacré à la relation glaciale entre le Canada et la Chine. Comment Ottawa et Pékin ont-ils pu en arriver là? Décryptage avec Guy Saint-Jacques. Merci d'être avec nous en direct du Canada. Vous avez été ambassadeur du Canada en Chine. Vous êtes spécialiste des questions chinoises et vous parlez mandarin couramment. Voilà qui est dit. Emmanuel Véron, enseignant-chercheur associé à l'École navale et à l'Institut national des langues et civilisations orientales, l'INALCO. Guy Saint-Jacques, on entend plein d'expressions concernant la querelle sino-canadienne. Je viens de dire ambiance glaciale, on entend le torchon brûle, on entend rien ne va plus entre les deux pays ou encore jusqu'où iront les tensions. Vous, le diplomate, comment est-ce que vous qualifiez l'état de la situation entre Pékin et Ottawa? Bien, je dirais que les relations sont encore en très mauvais état. Malgré le fait que Mme Meng et les deux Michael, là, qui avaient été arrêtés en décembre 2018, ont été relâchés il y a un peu plus d'un an. Mais malgré tout ça, comme on a vu au sommet du G20 à Bali, il y a des récriminations. La Chine estime que le Canada doit apprendre de ses erreurs. La Chine estime que le Canada est le laquais des États-Unis, que nous n'avons pas une politique indépendante. Et je pense que suite à l'annonce de la nouvelle stratégie Indo-Pacifique qui a été faite par la ministre canadienne des Affaires étrangères, Mme Joly, au début de la semaine, je pense que les relations vont rester glaciales pour encore un certain temps. Vous avez été en poste entre 2012 et 2016 à Pékin. À quand remonte le début de cette brouille, au juste? Bien, je dirais que la brouille est survenue après la deuxième visite de M. Trudeau, le premier ministre, la visite qu'il avait faite à Pékin en décembre 2017. Le but était de lancer des négociations envers la conclusion éventuelle d'un accord de libre-échange. Malheureusement, il n'y a pas eu d'entente sur le libellé du communiqué qui devait annoncer ces relations, ces négociations. Et puis, par la suite, l'année suivante, bien sûr, l'arrestation de Mme Meng Wanzhou, qui était une haute dirigeante de la compagnie Huawei, a mené à une détérioration très rapide des relations. Il y a eu deux Canadiens, Michael Kovic et Michael Spavor, qui ont été arrêtés par la suite. Et je dirais aussi, de façon générale, qu'au cours des dernières années, nous en avons appris beaucoup sur le comportement voyou de la Chine, la prise d'otages, l'imposition de tarifs pour punir des pays qui osent s'opposer à la Chine. Et bien sûr aussi, une détérioration accélérée. Comportement voyou, c'est un mot très fort. Oui, bien, écoutez, la Chine est une puissance immature parce que pourquoi prendre des gens en otage comme elle le fait? Il y a eu une étude qui a été faite par l'Institut australien des affaires stratégiques qui dit que la Chine a utilisé ce comportement-là 152 fois entre 2010 et 2020 contre 27 pays et l'Union européenne. Il y a eu en fait une accélération de ces moyens de pression. Et il y a une expression en chinois qui dit vous tuez le poulet pour faire peur aux singes. Et, mais Guy Saint-Jacques, vous savez aussi que la Chine, vous connaissez très bien la culture chinoise, peut aussi reprendre ce terme d'otage sur la directrice financière de Huawei qui a été enfermée, enfin, en tout cas, qui ne pouvait pas quitter le Canada pendant de longs mois. Oui, mais là-dessus, en fait, le Canada était dans une position très difficile parce que c'était une demande d'extradition qui venait des États-Unis. Ce sont des demandes très sérieuses et il fallait se plier à la volonté des Américains là-dessus. Je pense que le Canada était vraiment coincé. Emmanuel Véron est également avec nous, je le disais. Alors, les États-Unis, Emmanuel Véron, considèrent la menace chinoise comme le grand défi géopolitique de ce siècle, le 21e. J'ai bien dit les États-Unis. Est-ce que le Canada, vous diriez qu'il se place dans la même logique de confrontation avec la Chine ? Alors, ce n'est pas au même niveau de confrontation, mais effectivement, je m'associe à ce que vient de rappeler l'ambassadeur Saint-Jacques sur la dégradation très avancée de la relation à tous les niveaux diplomatiques, commercial, technico-commercial, voire stratégique. Et on est par là même sur une position du Canada qui est une sorte de fragilité dans la rivalité elle-même sino-américaine, si vous voulez. Donc quelque part, le Canada prend des coups dans la rivalité directe entre les États-Unis et la Chine, mais du point de vue de Pékin essentiellement. Je voudrais rappeler également, dans la continuité de ce qui vient d'être rappelé, que le Canada, un certain nombre de ses services de sécurité, ont levé plusieurs lièvres depuis maintenant 10 ans à 15 ans sur des logiques d'ingérence, d'activités chinoises du gouvernement chinois directement sur le territoire canadien. Par exemple
activités d'influence, etc. Par exemple, typiquement sur toute la trajectoire des instituts Confucius, avec des relais politiques contre les intérêts canadiens directement sur le territoire canadien, des logiques de recrutement. Je pense aussi, quand on regarde la trajectoire de la filiale Canada de Huawei, sur des logiques d'espionnage, de contre-espionnage, y compris sur des volets techniques très précis. Ça, c'est un sujet. Mais il y a de manière plus générale des sujets très politiques sur et on l'a vu dans d'autres États, mais c'est vrai au Canada, sur un certain nombre d'individus canadiens qui ont été suivis et puis même pourchassés parce qu'ils pratiquaient un certain nombre d'arts martiaux, qigong ou des exercices gymniques qui sont liés à des activités du Falun Gong, qui est une supposée secte bouddhiste, etc., dans le viseur du Parti communiste chinois, directement sur le territoire canadien. Alors, donc ça a nourri, si vous voulez, la dégradation de la relation. Et aujourd'hui, en matière commerciale, ça se ressent énormément. Ouais, intéressant ce que vous dites, Emmanuel Léon. Guy Saint-Jacques, je me tourne vers vous parce qu'hier, nous diffusions sur TV5 Monde un reportage de Radio-Canada sur des accusations de dissidents chinois qui vivent sur le sol canadien, qui parlent de commissariats de police clandestins sur le sol canadien. Vous, l'ex-ambassadeur, est-ce que vous avez des informations à ce sujet? Bien, en fait, il y a plusieurs manifestations de l'ingérence chinoise au Canada, parce qu'il y a eu, j'ajouterais ce que disait M. Véron, il y a eu aussi des reportages dans les journaux de la part où on mentionnait des représentants des services secrets canadiens qui disaient qu'il y avait eu de l'ingérence dans les 2 dernières campagnes électorales au Canada en 2019 et en 2021. C'est un sujet qui retient beaucoup l'attention, mais quand on parle d'ingérence, il y a aussi beaucoup d'ingérence de la part du gouvernement chinois au sein de la diaspora chinoise au Canada. Et il y a une enquête de la Gendarmerie royale qui est en cours actuellement pour voir jusqu'à quel point les allégations selon lesquelles il y aurait 3 bureaux de police chinois au Canada qui essaient de retrouver des fugitifs économiques, de faire pression sur les Canadiens. Vous accréditez donc effectivement, c'est dire. Alors messieurs, c'était il y a 2 semaines, l'image a fait le tour du monde, échange houleux entre Xi Jinping et Justin Trudeau, le Premier ministre canadien, en marge du G20 à Bali, en Indonésie. Regardez. Aller raconter aux journaux ce qu'on a dit lors de notre conversation, ce n'est pas approprié. Et en plus, ce n'est pas la façon dont la discussion s'est déroulée. S'il y a de la sincérité de votre part, alors nous devrions avoir une discussion basée sur le respect mutuel. Si tel n'est pas le cas, difficile d'en attendre trop. Au Canada, nous croyons en un dialogue libre, ouvert et franc et nous continuerons à travailler ensemble de manière constructive. Mais il y aura des choses sur lesquelles nous ne serons pas d'accord. À vous de créer les conditions. Alors Guy Saint-Jacques, très court s'il vous plaît, parce qu'on est pris par le temps. D'abord, est-ce qu'on a frisé l'incident diplomatique et la Chine, le Canada peut-il se passer de la Chine? En fait, c'est ça. C'est une remontrance de la part de Xi Jinping. Je l'ai rarement vu aussi agité. Manifestement, il était en colère. Et puis, je pense, c'est ça, que les relations vont rester difficiles, mais la Chine a besoin de produits canadiens, particulièrement de minéraux et aussi de produits alimentaires. C'est que je pense qu'il va falloir essayer de trouver une solution pour avoir un engagement beaucoup plus restreint, mais ça va rester difficile. Emmanuel Véron, je vous repose la question. Le Canada peut-il vraiment se passer de cette puissance, la Chine, notamment au niveau commercial? C'est le point de difficulté qui évidemment est commercial et économique, tout à fait, parce qu'on a des interdépendances très fortes. Monsieur l'ambassadeur Guy Saint-Jacques le rappelait, notamment sur des exportations canadiennes en direction de la Chine, mais aussi des exportations chinoises en direction du Canada, un certain nombre de produits finis, assemblés, etc., qui sont dans les biens de consommation de la classe moyenne canadienne notamment. Donc on a une vraie interdépendance économique qui sera un point à lever, mais qui d'ailleurs, quand on parlait au début de la conversation du sujet Indo-Pacifique qui a été annoncé par la ministre canadienne, on sent bien que l'intérêt canadien aujourd'hui est de sortir de cette dépendance chinoise et de se rediriger vers d'autres économies asiatiques, notamment qui sont assez fortes ces derniers mois, ces dernières années, du sud-est asiatique, voire de tisser des liens davantage plus solides avec l'Inde, voire Taïwan, la Corée du Sud ou le Japon. Merci beaucoup Emmanuel Véron, une stratégie en effet réitérée encore ces dernières heures, notamment dans la presse française, par Mélanie Joly, la ministre canadienne des Affaires étrangères. Merci beaucoup Guy Saint-Jacques, ex-ambassadeur du Canada en Chine. Merci à tous les deux.